Le quokka et le dasure appartiennent à la plus célèbre famille d'animaux d'Australie, les marsupiaux. Famille qui se compose de brouteurs d'herbe, de mâcheurs de feuilles et de mangeurs de viande. Mais deux des représentants les plus petits de cette famille se distinguent. Le dasure est un chasseur indépendant, puissant et on ne peut plus carnivore. Le quokka, plus petit, plus sociable, vit en groupe. Et il est de nature plus aimable. Deux espèces rares. Mais quand l'un se montre timide ou insaisissable, l'autre vit heureux à la vue de tous. Ces deux espèces originaires d'Australie vivent dans les forêts et sur les îles de ce vaste continent. Continent qui abrite certains des animaux les plus étranges et les plus fascinants de la planète. Voici la vie secrète des mini-marsupiaux. À 19 km au large de Perth, à l'ouest du pays, se dresse l'île ensoleillée de Rottnest. « 18 km² de calcaire, recouverts de sable et de végétation. Moins arrosée que le continent voisin, elle jouit d'un climat accueillant avec des hivers doux et des étés frais. C'est l'habitat idéal pour de nombreuses créatures. Les oiseaux y abondent. Les otaries, très joueuses, envahissent les eaux du littoral. Ici vit un autre animal, l'un des plus célèbres résidents de l'île, le quokka. Ce marsupial de poche qui vit la nuit mesure entre 40 et 50 cm. Sa queue fait les 2/3 de sa taille. Un spécimen adulte pèse entre 2,5 et 5 kg. L'animal est du même gabarit que le chat domestique. Avec des yeux brillants, des poils brun-gris courts et denses, de petites pattes avant et des pattes arrière pour sautiller, il s'agit du plus petit des wallabies, un cousin du kangourou. Mais le kangourou, dit géant, est 4 fois plus grand que le quokka et 14 fois plus lourd. Le kangourou est doté de pattes musclées et puissantes. Les pattes arrière du quokka, qui supportent moins de poids, sont plus minces. Mais la ressemblance est frappante quand on les voit sautiller. C'est une façon très efficace de parcourir les terrains difficiles et accidentés d'Australie. Parfois, à grande vitesse. Un kangourou peut facilement atteindre la vitesse de 64 km/h, tandis que le quokka peine à dépasser les 12 km/h. La queue épaisse et musclée du kangourou agit comme une troisième patte. Elle lui permet de garder l'équilibre quand il mange. La queue du quokka est plus fine, mais comme celle du kangourou, elle agit comme un contrepoids à pleine vitesse. On dénombre entre 8 000 et 12 000 quokkas sur l'île de Rottnest. Aussi bien dans les recoins sauvages que près des habitations.
Ils aiment traîner dans les zones marécageuses aux abords des lacs salés naturels de l'île. Les plaines leur offrent toute une variété d'herbes et de plantes. L'île de Rottnest offre au charismatique quokka bien plus que de la nourriture. Elle lui offre une protection. En tant que petit mammifère sans défense, proche du sol, le quokka ferait le bonheur de n'importe quel prédateur. C'est le cas sur le continent. Mais sur l'île de Rottnest, la vie est calme. Ici, il n'y a aucun prédateur. Le quokka est une espèce endémique du sud-ouest de l'Australie. Une espèce qui a prospéré sur le continent jusqu'à l'introduction au XIXe siècle du renard roux venu d'Europe. Depuis, les renards comme les chats domestiques ont décimé la population de quokka sur le continent. Leur nombre a diminué au point qu'on estime l'espèce en danger. L'île de Rottnest s'est créée il y a environ 6500 ans quand le niveau des eaux a monté. Les renards et les chats sauvages sont restés sur le continent. Les quokkas ne connaissent pas de prédateurs naturels. Aujourd'hui, les chats domestiques et les chiens ne sont pas autorisés. Il existe sur l'île une espèce de serpent, le Pseudonaja affinis. Mais ce reptile venimeux, d'une longueur d'1 mètre seulement, est trop petit pour avaler un quokka. Les quokkas de l'île ont pu s'installer en toute liberté. L'absence de prédateurs a fait baisser leurs craintes et ils sont plutôt ravis de cohabiter avec les insulaires. Le soleil va bientôt se coucher. Ils s'apprêtent à quitter la fraîcheur et l'ombre de leurs abris où ils se reposent la journée. Ils commencent vraiment à se nourrir quand la journée touche à sa fin. Ces herbivores fouinent et broutent en famille herbes, plantes grasses et feuilles des arbustes. Les femelles mangent en compagnie de leurs petits. La toilette renforce les liens familiaux. Elle permet aussi de se débarrasser de parasites comme les tiques. Avec le déclin du jour, ils s'aventurent un peu plus loin à la recherche de terrains luxuriants. Sur la côte est du continent, à des milliers de kilomètres de Rottnest, un autre marsupial est en quête de nourriture. Mais on est loin du gentil végétarien. Il s'agit du dasur. Il existe 4 types de dasur en Australie. Tous sont menacés. Parmi eux, le plus gros, le dasur tigre à queue tachetée, pèse près de 5 kg. C'est le seul à porter des taches jusqu'au bout de la queue.
C'est le plus grand marsupial carnivore qui survit sur le continent australien. Il vit sur la côte est, de l'État du Queensland au nord, jusqu'en Tasmanie au sud. Contrairement au très sociable quokka, le dasur tigre vit seul, excepté en période de reproduction. Il préfère les recoins sauvages des forêts et lieux humides à la végétation dense où les proies sont nombreuses. Avec des muscles secs, des griffes acérées et des dents pointues, le dasur tigre, espèce semi-arboricole, est un tueur accompli. Il s'en prend aux rongeurs, aux lézards, aux serpents, aux oiseaux, aux lapins et parfois même à des proies plus grandes. Le dasur est à l'aise dans les arbres. Grimpeur hors pair, il parcourt sans perdre l'équilibre les branches les plus tordues. Il est aussi capable de sauts incroyables. Le moindre renforcement sous l'écorce peut abriter de délicieux insectes. Le dasur saura exploiter la moindre source de nourriture, aussi petite soit-elle. Tout ce qui pénètre sur son territoire est une proie potentielle. Ce rat est une cible de choix pour le dasur qui vit là, une femelle. Grâce à une vue perçante, une ouïe fine et un puissant odorat, ce spécialiste de la traque est un habile chasseur. Cette femelle possède les longues canines courbes du carnivore qui lui permettent de porter le coup fatal à la tête ou au cou. Les autres dents lui permettent de déchirer la chair. Le rat est vite déchiqueté. Elle possède une autre arme, ses moustaches ou vibrisses. Elle peut, lorsqu'elle met la tête dans le terrier d'une proie, détecter les mouvements à l'aide de ses moustaches. Tout ceci fait de cet animal un excellent prédateur. Sur l'île Rottnest, les marsupiaux herbivores et les quokkas mangent en groupe. Même si les quokkas vivent en communauté, ils ont certaines règles concernant l'espace personnel. Ils aiment préserver autour d'eux une zone de liberté. Une zone de confort d'un rayon d'1 mètre.
Si un autre s'approche de trop près, il s'éloigne. Chaque jour, leur mission est d'obtenir leur quota en nutriments et en eau. La quantité d'eau douce est limitée sur l'île. L'eau stagnante est salée. Les quokkas ne la boivent pas et doivent donc trouver de l'eau ailleurs. Cette jeune mère se délecte de gouttelettes à même l'herbe. C'est dans leur nourriture qu'ils trouvent une majorité de leur eau. Ils se nourrissent de plantes riches en eau, avec une préférence pour les jeunes pousses juteuses. C'est toujours un défi pour les herbivores d'obtenir assez de nutriments des plantes. Les plantes sont dures, fibreuses et peuvent être difficiles à digérer. Pour s'en sortir, les quokkas partagent quelques traits avec des ruminants comme les bovins et les ovins. Ils possèdent un estomac à plusieurs chambres qui cassent les plantes. Ils mâchent alors l'herbe déjà ruminée et qu'ils ont régurgitée. Ils mâchent à nouveau et ravalent pour achever la digestion. Ce mâle a une préférence pour les fleurs. Il se faufile avec douceur au milieu des fourmis, à la recherche de son aliment favori. Ne connaissant pas de prédateurs, ces marsupiaux hauts comme 3 pommes doivent pourtant parfois se battre pour survivre. Chaque année, c'est la course pour se constituer des réserves. L'été australien de décembre à mars connaît peu de pluie. À la recherche d'un peu d'humidité, les quokkas mangent des plantes riches en eau mais faibles en nutriments. Vers la fin de l'été, ils partent en quête de plantes riches en nutriments pour se constituer des réserves de graisse en vue de l'hiver. Mais l'eau présente dans la nourriture est essentielle. Ils doivent trouver un équilibre. S'ils ne trouvent pas ce fragile équilibre, ils peuvent tomber malades et s'exposer au virus. L'automne est la saison fatale pour les quokkas. Ceux qui réussissent à passer l'hiver peuvent, quand les pluies sont plus abondantes, se tourner vers les plantes riches en nutriments. Mais nombreux sont ceux qui ne pourront pas opérer ce changement. Même s'ils ne sont pas particulièrement territoriaux, ils défendront les secteurs riches en nourriture. Ce quokka veut s'assurer un accès prolongé à ce carré de jeunes pousses juteuses. Son rival doit s'éloigner. Durant la nuit, bon nombre s'attarderont au milieu des broussailles. Certains gagneront d'autres pâturages. Ils s'appuient sur le réseau de sentiers, de chemins et même de routes de l'île.
Il s'approche de plus en plus près des zones éclairées, là où vivent les hommes. Certains vivent déjà, joue contre bajou, avec les hommes. Les quokkas en viennent désormais à se nourrir sur les terres de l'homme. Comme dans cette rue de banlieue. Ils se sont habitués à arpenter les trottoirs et ne sont plus intimidés par l'agitation des hommes. Il faudra un hélicoptère qui décolle pour finalement les éloigner. Ils sont nombreux à aimer brouter près des vieilles casernes. Même s'il aime se promener et se nourrir quelques fois en journée, le quokka est un animal nocturne. Mais pour les plus jeunes, la vie de noctambule semble fatigante. Au lever du jour, ils commencent à regagner leurs abris, loin des hommes, au cœur des broussailles et des arbustes. Pour un quokka, il est essentiel d'avoir ces lieux de repos pour la journée. Par sa petite taille, le quokka est devenu le maître des broussailles. Il se repose dans de petits tunnels creusés dans la végétation dense. Il leur offre protection et surtout un abri où dormir contre les rayons du soleil. Les jours de grande chaleur, les mâles se disputeront les meilleures places. Pour l'instant, il est l'heure de s'installer et de roupiller jusqu'au soir. Le dasur, carnivore, aime lui aussi dormir la journée. Mais si une occasion de se nourrir se présente, il la saisira. Il a beau être excellent chasseur, il n'en est pas moins opportuniste. Il se nourrit également de chair en décomposition. Tout est bon à prendre au cœur de son domaine de 600 hectares. Un râle a laissé ses œufs sans surveillance. Il espère que le camouflage fonctionnera durant son absence. Le râle fabrique son nid dans les touffes d'herbe à même le sol.
Les œufs se trouvent sur le territoire de ce dasure mâle, dont l'odorat est très développé. En général, les mâles sont plus gros et plus trapus que les femelles et couvrent plus de terrain. Il n'a aucune intention de partager. Le râle a beau être bouleversé, il ne peut rien y faire. L'œuf est un aliment essentiel et une importante source de nutriments pour le dasure. Il a vidé le nid. Mais il sent quelque chose d'autre. Il se met en chasse. Tout près, un couple de Cacatoès rosalbins a donné l'alerte. Contrairement au râle, ces Cacatoès fabriquent leur nid en haut des arbres. Le nid de ce couple est lui aussi bien rempli. Mais ils ne sont pas hors de portée du dasure. Pour lui, grimper est un jeu d'enfant. Ces coussinets recouvrent très largement les pattes avant et arrière. Ils portent des stries et sont parfaitement adaptés pour grimper aux arbres. Ses griffes acérées, telles celles du chat, lui servent de crampons. Grâce à son sens de l'odorat développé, il sait qu'il est sur la bonne piste, mais quelque chose vient le distraire. Il tombe sur des insectes cachés sous l'écorce de l'arbre. Ce repas facile semble le satisfaire pour l'instant. Cette fois-ci, les Cacatoès garderont leurs œufs. Sur l'île de Rottnest, les quokkas sont occupés à manger. Le quokka et le dasure sont des animaux différents, mais ce sont tous deux des marsupiaux. Des créatures avec une poche pour élever leurs petits. Ce bébé a quelques mois. Les marsupiaux donnent naissance à un petit très sous-développé. Chez les kangourous, à la naissance, le petit fait généralement la taille d'une lentille ou d'un haricot.
Ils rampent jusqu'à la poche où ils continuent de croître. C'est tout le contraire des mammifères placentaires dont le petit n'est entièrement développé. Certaines poches s'ouvrent vers le bas, comme chez le wombat. Ces marsupiaux fouisseurs passent beaucoup de temps à creuser. La poche positionnée de la sorte, la terre n'y entre pas. C'est la poche du kangourou qui nous est la plus familière. Des muscles puissants semblables au sphincter gardent le bébé à l'abri jusqu'à ce qu'il soit suffisamment grand pour être indépendant. La période courte passée dans l'utérus et celle bien plus longue passée à se développer dans la poche est l'une des caractéristiques propres aux marsupiaux. L'Australie est le pays qui en compte le plus. Certains fossiles découverts suggèrent que le premier marsupial est apparu il y a 125 millions d'années, dans ce qui est aujourd'hui la Chine, mais qui faisait partie de l'Eurasie, un ancien supercontinent. On considère que ces premiers marsupiaux ont migré vers le sud pour gagner l'autre supercontinent, le Gondwana. Cette masse terrestre regroupait le continent américain, l'Antarctique et l'Australie. Quand le Gondwana a commencé à se diviser, il y a environ 50 millions d'années, l'Australie s'est détachée, a dérivé vers le nord, emmenant avec elle tous ses marsupiaux. Certains ont été laissés derrière, principalement en Amérique du Sud. Mais la plupart sont restés en Australie. En dérivant vers le nord, l'Australie n'a pas connu d'ère glaciaire importante, de tremblements de terre ou d'activité volcanique. Sans tous ces phénomènes pour remuer la terre, le sol est resté relativement pauvre. Ceci a profité aux marsupiaux, dont le métabolisme est inférieur de 30% à celui des mammifères placentaires. Ils utilisent bien moins d'énergie pour vivre. La concurrence des mammifères placentaires étant faible, les marsupiaux ont prospéré et se sont diversifiés sur leur nouveau continent. Aujourd'hui, par contre, certaines des espèces restantes ont la vie dure. Tandis que les kangourous, les plus grands représentants de la famille, se multiplient, leurs plus petits cousins tentent de survivre. Ce marsupial de la taille d'un rat, le Betongia, largement présent sur le continent autrefois, vit désormais en petits groupes dispersés. Il vit principalement dans les forêts d'eucalyptus et dans les herbes des sous-bois, précisément les zones touchées par l'expansion des hommes. Même s'il donne naissance à 3 petits par an, il ne peut faire face à la destruction de son habitat et à l'agressivité d'intrus tels les renards et les chats. Le diable de Tasmanie, fougueux et bagarreur, lui non plus n'a pas résisté aux maladies, à la destruction de son habitat, aux accidents de la route. Ils sont tellement peu nombreux aujourd'hui que les scientifiques s'inquiètent d'un manque de diversité génétique chez les survivants.
Les dasures ont également vu leur nombre décroître en raison de la destruction de leur habitat et du poison utilisé contre les renards et les dingos. Les populations de quokkas et de dasures sont menacées. Le dasure est une espèce en voie d'extinction. Contrairement aux quokkas de Rottnest, les dasures ne jouissent pas d'un environnement protégé et sont à la merci d'un des principaux destructeurs de la faune sauvage. Le crapaud-buffle. Ce grand amphibien, originaire d'Amérique centrale et du Sud, a été introduit ici en 1935. Il était considéré comme un moyen de lutter contre les scarabées qui ravageaient les plantations de canne à sucre. Il a non seulement échoué dans sa mission, mais il a eu un impact catastrophique sur les espèces endémiques. Le crapaud-buffle ferait une cible parfaite pour un carnivore affamé. Mais il produit un poison à l'aide de glandes dont il est entièrement recouvert, qui tuera l'animal qui tentera de le croquer. S'il vient à mourir près d'une source, l'eau sera contaminée et empoisonnera l'animal qui viendra s'y abreuver. Son introduction a été un véritable désastre et il s'est rapidement répandu dans tout le pays. Les carnivores, comme le dasure, ont été particulièrement touchés. Ils mangent des amphibiens, ils ont donc mangé des crapauds-buffles sans se méfier. Il y a une autre espèce qui a été introduite et qui est responsable du déclin des dasures. Proche du gabarit d'un chat, le dasure ne fait pas le poids face à un renard affamé. Malgré sa fougue apparente, cet animal est en voie d'extinction. Le dasure a besoin d'un environnement équilibré. Il choisit un habitat qui reçoit plus de 600 mm de pluie à l'année. Il a besoin d'endroits pour nicher, comme des troncs d'arbres au sol, des petites grottes ou des fissures dans la roche. Leur terrain de chasse doit être recouvert à 80% de végétation pour qu'il puisse chercher et traquer sa proie. La protection offerte par la canopée est importante également. Si la moitié de la végétation disparaît, les dasures iront s'installer ailleurs. Face à la déforestation causée par l'expansion humaine, ils deviennent extrêmement vulnérables et la faible croissance de leur population n'arrange rien. La femelle n'atteint sa maturité sexuelle qu'à l'âge de 2 ans et meurt à l'âge de 5 ans. Elle n'aura qu'une douzaine de petits dans sa vie. Cette femelle a eu 3 petits cette année. Lors de la saison de reproduction, en hiver, les mâles comme les femelles connaissent plusieurs partenaires. Ces petits ont des pères différents. On parle de superfécondation. Cela survient quand 2 ovules distincts d'un même cycle sont fécondés par différents spermatozoïdes. C'est courant chez les chats et les chiens, et possible chez l'homme, mais rare. Ces petits sont âgés de 10 semaines. Comme chez tous les marsupiaux, la période de gestation est courte, 21 jours. Les petits naissent sous-développés et aveugles. Ils doivent réussir l'exploit de se traîner de l'utérus vers la poche de la mère pour téter et être en sécurité. En raison de ce véritable périple vers la poche, la plupart des bébés marsupiaux sont dotés de pattes avant très développées, malgré leur petite taille. Ils peuvent ainsi s'agripper à la fourrure de leur mère. Ils sont aussi capables, grâce à leurs narines et leur bouche, de respirer tout en mangeant. Les autres parties du corps, comme les pattes arrière, se formeront plus tard, quand ils seront bien installés dans la poche.
4 semaines plus tard, les petits ont une fourrure plus épaisse, plus dense et voient bien mieux. Ils deviennent plus indépendants. Quand la maman part chasser, elle laisse désormais les petits dans le terrier. D'ici un mois, la mère se montrera plus agressive à leur encontre. Il sera alors temps pour eux de quitter le terrier et de vivre de leur côté. Sur l'île de Rottnest, les quokkas aussi se reproduisent peu. Ils atteignent leur maturité sexuelle à l'âge de 18 mois et donnent le jour à un petit chaque année durant 8 ou 9 ans. Tandis que le dasur parvient à engendrer une douzaine de bébés dans sa vie, le quokka en engendra moins de 10. Cette femelle garde son petit dans la poche durant 6 mois. Ensuite, il quittera de temps en temps la poche, mais continuera d'y venir téter pendant encore 2 mois. Cette femelle quokka veille sur son petit, âgé de 8 ou 9 mois. Il est désormais sur pattes et s'aventure de plus en plus loin et de plus en plus longtemps. Il se rend compte qu'il s'est trop éloigné et fait demi-tour. S'il arrive malheur à son petit, la femelle quokka a une solution de secours, la diapause embryonnaire. La femelle s'accouple à nouveau un jour après la naissance du petit. Le nouvel embryon restera en attente. Si le premier petit survit, l'embryon se désagrège de lui-même. Si le premier petit meurt dans les 5 mois, l'embryon en attente se développera pour donner un bébé 24 ou 27 jours plus tard. Les quokkas et les dasurs sont décidés à survivre. Quelles que soient les menaces, la destruction de l'habitat, les prédateurs, le manque de nutriments, la survie est un défi constant. Ils ont beau être minuscules, les mini-marsupiaux d'Australie sont les parfaits représentants de la vie incroyable qui règne sur ce continent. Que ce soit de redoutables chasseurs hauts comme 3 pommes, d'adorables herbivores, ou tout autre membre extraordinaire de cette famille, ils représentent une part importante de la faune incroyable d'Australie.